On parle tout le temps de mode féminine, des tendances, des créateurs, mais le vestiaire masculin dans tout ça, il paraît souvent un peu à l'abandon, comme figé dans le temps. Alors, on a décidé de se poser la question, un peu provocatrice, je vous l'accorde, pourquoi les hommes s'habillent-ils si souvent mal? Et derrière cette question simple, vous allez voir, se cachent des enjeux sociaux et historiques absolument fascinants. Parce que oui, c'est ça la question centrale. Pourquoi cette uniformité, cette espèce de frilosité? Quand on y pense, même sur les tapis rouges, là où tout devrait être permis, on voit encore et toujours le même costume-cravate. Alors, d'où vient cette prudence? Pourquoi si peu de fantaisie? Pour tenter de comprendre, notre analyse va se dérouler en 3 temps. D'abord, on va s'intéresser aux pressions sociales, aux fameux mythes de la virilité. Ensuite, on fera un petit voyage dans le temps pour comprendre un tournant historique majeur. Et enfin, on verra comment, aujourd'hui, certains essaient de faire bouger les lignes. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première chose à comprendre, c'est que le vêtement n'est jamais neutre. C'est un outil hyper puissant pour construire et pour affirmer une identité de genre. Et tout part d'un principe qu'on appelle le dimorphisme sexuel. L'idée, en fait, elle est assez simple. La mode va venir accentuer, voire créer des différences physiques pour qu'on puisse tout de suite identifier un homme d'une femme. Par exemple, la veste d'un costume va élargir les épaules, tandis qu'une robe va plutôt cintrer la taille. C'est un code visuel immédiat, très efficace. Et ça se traduit par 2 systèmes de vêtements qui s'opposent. D'un côté, on a le système dit ouvert, celui des femmes, avec les jupes, les robes. Ça suggère un accès au corps, mais en même temps, ça entrave souvent le mouvement. Et de l'autre côté, le système fermé, celui des hommes, le pantalon. Lui, il barricade le corps, il symbolise l'impénétrabilité, le pouvoir et surtout la liberté totale de mouvement. La sociologue Nathalie Heinisch le résume parfaitement ici. L'identité féminine est historiquement très liée à l'apparence, à ce corps qui est constamment regardé, jugé. Les hommes, eux, sont plutôt socialisés pour exister dans le monde des idées, de l'action. Leur corps, finalement, est moins un enjeu identitaire au quotidien. Et donc, tout ça, ça crée des barrières psychologiques très fortes. Il y a la peur d'être perçu comme efféminé, voire homosexuel, si on s'intéresse un peu trop à son look. Il y a aussi ce rejet de la vanité, qui est vu comme quelque chose de futile, de pas très sérieux. Et puis bien sûr, il y a le conditionnement qui commence dès la naissance. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Résultat, on se retrouve avec un vestiaire masculin hyper codifié et très limité. Bon, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Eh bien, pas du tout. Et c'est là qu'on passe à notre deuxième partie pour comprendre comment on en est arrivé là. Accrochez-vous, on remonte le temps. Regardez cette chronologie, le changement est radical. Au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, les hommes sont les vraies fashion victimes. Perruques, maquillage, talons, dentelles, la totale. Et puis, après la Révolution française, c'est le grand basculement. On abandonne les excès de l'aristocratie. Et au XIXe siècle, le costume sobre, sombre, d'influence anglaise devient l'uniforme du sérieux, du travail. C'est un virage à 180 degrés. Et ce phénomène historique, il a un nom. C'est un concept clé, théorisé par le psychanalyste John Flügel, la grande renonciation masculine. C'est ce moment précis où les hommes, collectivement, ont en quelque sorte abandonné leur droit à la parure, à la fantaisie, pour se concentrer uniquement sur l'utilité. Et cette citation de Flügel, elle est parfaite, elle dit tout. C'est un renoncement, une cession volontaire du territoire de l'esthétique qui est alors laissé quasi entièrement aux femmes. Le théoricien Roland Barthès, lui, ajoute une couche d'analyse économique à tout ça. Pour lui, l'homme, avec son costume fonctionnel, incarne la valeur travail. Il sacrifie son apparence au profit de la production. Et par conséquent, c'est la femme qui endosse le rôle de représentation, chargée d'afficher la richesse et le statut social de son mari à travers ses propres vêtements. Mais attention, il ne faut pas croire que ça a toujours été si austère. Juste pour le plaisir, petit retour en arrière, à la Renaissance. À cette époque, la virilité était beaucoup plus ostentatoire. Les hommes organisaient carrément des concours de braguettes. Cette petite poche rembourrée qui venait recouvrir leur partie génitale. Le but, avoir la plus grosse, la plus décorée. Une autre ambiance, clairement. Allez, après ce petit détour historique, revenons à nos moutons. Que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce que ces codes si rigides sont en train d'être bousculés? Intéressons-nous aux tentatives de subversion. Il y a eu bien sûr plusieurs tentatives pour casser le moule. On pense évidemment au pionnier Jean-Paul Gaultier qui, dès 1984, a osé la jupe pour homme, un choc culturel à l'époque. Plus récemment, on a eu la vague gender fluide qui a tenté de brouiller les pistes, même si, soyons honnêtes, ça s'est souvent résumé à des femmes piochant dans le vestiaire masculin. Et aujourd'hui, heureusement, une nouvelle génération de créateurs ose enfin proposer une virilité différente, plus sensuelle, plus romantique et surtout plus colorée. Et cette citation du créateur japonais Yohji Yamamoto, elle date de 1983, mais elle est d'une pertinence folle. Elle va droit au cœur du problème. Qui a décidé de ces règles? C'est une construction culturelle, pas du tout une fatalité.
Mais bon, entre les créateurs d'avant-garde et la rue, il y a souvent un monde. Et il faut revenir à la réalité des chiffres. Cette étude de 2019 est sans appel. Près de 60% des Français continuent d'opter pour des tenues et des couleurs hyper classiques. Seuls 9% osent un peu de fantaisie. Le chemin entre le podium et le placard de Monsieur Tout-le-Monde est encore très très long. Finalement, toute cette exploration nous ramène à une question beaucoup plus intime, plus personnelle. Le matin, quand on ouvre sa propre penderie, qu'est-ce qui guide nos choix? Le confort, la peur du regard des autres, l'envie d'exprimer qui on est, ou simplement la force de l'habitude? La réponse finalement en dit sans doute très long sur notre propre rapport à tous ces codes.